Un pays où la richesse du pétrole a transformé des vies, offrant une éducation gratuite, des soins de santé et même des maisons aux jeunes mariés en guise de cadeau de mariage du gouvernement. Berceau de vastes déserts, d'un riche héritage historique et d'un des dirigeants les plus controversés du XXe siècle, la Libye renferme des secrets extraordinaires, comme son unité d'élite de garde du corps exclusivement féminine, la garde amazonienne. Contrairement à tout autre pays islamique d'Afrique, les réalités cachées de la Libye défient les attentes. Restez avec nous, vous êtes sur le point de découvrir une Libye que les médias n'osent jamais montrer. Sous Muammar Kadhafi, la Libye a connu une époque unique en Afrique. Avec une vision audacieuse et une défiance envers l'influence occidentale, il a transformé la Libye en l'un des pays les plus prospères du continent. Pendant son règne, la Libye affichait l'un des revenus par habitant et des taux d'espérance de vie les plus élevés d'Afrique. Dans la Libye de Kadhafi, les services essentiels étaient considérés comme des droits fondamentaux. L'éducation, les soins médicaux et l'électricité étaient fournis gratuitement à tous les citoyens. Le pays disposait de l'un des meilleurs systèmes de santé d'Afrique, avec des hôpitaux, des cliniques et des médicaments accessibles à tous. La transformation de la Libye était alimentée par sa vaste richesse pétrolière. Avec les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique et figurant parmi les 10 premières au monde, les exportations de pétrole et de gaz naturel représentaient près de 75% des revenus nationaux. Bien que ne recrutant que 10% de la main-d'œuvre, l'industrie pétrolière libyenne dominait, fournissant principalement les marchés européens. En 2024, ces réserves étaient estimées à près de 50 milliards de barils. Pour les Libyens, se lancer dans l'agriculture offrait d'énormes avantages. Le gouvernement fournissait gratuitement une maison, des terres agricoles, du bétail et des semences. Les transports étaient également largement subventionnés. Lors de l'achat d'une voiture, les Libyens ne payaient que la moitié du prix, le gouvernement prenant en charge le reste. Le carburant était aussi bon marché que 14 centimes par litre, rendant les déplacements très abordables. L'emploi était une priorité. Les diplômés en difficulté pour trouver un travail recevaient un salaire financé par l'État, adapté à leur domaine de compétences, afin d'éviter toute précarité financière. Les jeunes mariés recevaient un appartement ou une maison gratuitement, leur permettant de commencer leur vie conjugale sans souci de logement. L'éducation et les soins de santé étaient entièrement gratuits, garantissant à tous les Libyens un accès sans frais aux écoles, hôpitaux et cliniques. L'enseignement supérieur était encouragé, le gouvernement finançant jusqu'à 2 500 $, ainsi que le logement pour ceux qui étudiaient à l'étranger. Ce système de soutien étendu a mené à un niveau de vie élevé, où la pauvreté et le sans-abrisme étaient rares en Libye. Avec ces politiques, la Libye semblait être un endroit idéal pour s'installer. Si l'approche de la Libye vous impressionne, commentez « J'aime la Libye » ci-dessous. La puissance économique de la Libye est intimement liée à ses vastes réserves de pétrole, les plus importantes d'Afrique et parmi les 10 plus grandes au monde. Contrairement à de nombreux pays, la Libye n'a jamais sollicité d'aide financière du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Kadhafi tenait à ce que la Libye reste sans dette, renforçant ainsi sa vision d'un État souverain et autosuffisant. Il adopta également une approche peu conventionnelle pour la vente de pétrole, préférant l'or aux monnaies traditionnelles comme le dollar américain ou l'euro. Cette décision audacieuse défiait non seulement les normes financières mondiales, mais plaçait aussi la Libye en conflit direct avec les structures économiques occidentales. Le pétrole alimentait presque tous les aspects de l'économie libyenne, dominant les revenus nationaux et constituant la majeure partie des exportations. En 2024, la Libye occupait le 17e rang mondial en termes de production pétrolière, jouant un rôle crucial dans l'approvisionnement des marchés énergétiques avides comme l'Europe. Saviez-vous que l'unité d'Amazon, la garde personnelle féminine d'élite de Kadhafi, faisait partie intégrante de son image publique et de sa sécurité personnelle? Le processus de sélection était incroyablement strict, et je vais vous révéler pourquoi. Mais avant cela, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Du contenu fascinant vous attend encore. L'unité d'Amazon d'élite de Muammar Kadhafi était personnellement supervisée par son épouse, Safia Farkash Kadhafi.
La principale condition pour rejoindre cette équipe exclusive est une dévotion absolue et un professionnalisme sans faille. Kadhafi considérait ces femmes comme un talisman protecteur, garantissant sa sécurité et sa bonne fortune. Alors que les médias occidentaux critiquaient souvent Kadhafi, assimilant son mode de vie à celui d'un monarque, ses partisans admiraient l'image marquante de ses gardes. Vêtues d'uniformes militaires bleus et jaunes avec des bérets rouges, ces femmes faisaient partie intégrante de son personnage public. Kadhafi les baptisa la garde des Amazones, en référence à la beauté athlétique des femmes nord-africaines. Son unité comptait toujours 40 gardes féminines hautement entraînées, régulièrement renouvelées et portant des uniformes distinctifs. Fait surprenant, elles n'étaient pas toutes libyennes. Certaines venaient de Tunisie, du Liban et de Syrie, ayant reçu leur formation à l'Académie militaire féminine de Tripoli. Ces femmes subissaient un entraînement militaire intense, tout en conservant une apparence soignée, portant parfois du maquillage, des bijoux et des tenues féminines lorsque l'occasion s'y prêtait. Leur loyauté était inébranlable. Beaucoup d'entre elles avaient juré de consacrer leur vie à la protection de Kadhafi et renonçaient au mariage pendant leur service. Kadhafi, quant à lui, était immensément fier de sa garde d'élite, n'hésitant pas à vanter leur bravoure dans ses discours publics. Voyez-vous la garde des Amazones comme un symbole de l'émancipation féminine ou comme une illustration de l'excentricité et du contrôle de Kadhafi? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Muammar Kadhafi, né Muammar Muhammad Abu Minyar Kadhafi, reste l'une des figures les plus controversées de l'histoire. Son ascension au pouvoir a commencé en 1969, lorsqu'à seulement 27 ans, il a mené un coup d'État sans effusion de sang qui a remodelé le paysage politique de la Libye. Au pouvoir pendant plus de 4 décennies, il a défini l'identité du pays jusqu'à sa destitution en 2011. Sa vie s'est achevée en octobre 2011 dans sa ville natale de Sirte, marquant la fin d'une époque singulière. Le règne de Kadhafi a été marqué par une opposition farouche à l'influence occidentale, le plaçant en conflit direct avec les grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis et l'Europe. Cette tension a été illustrée de manière célèbre lorsque le président américain Ronald Reagan l'a qualifié de chien enragé du Moyen-Orient. La défiance de Kadhafi n'était pas qu'une simple rhétorique. Il a activement mis en place des politiques qui ont bouleversé les équilibres mondiaux, faisant de la Libye une puissance singulière en Afrique du Nord et dans le monde musulman. Sur le plan économique, Kadhafi a accumulé une immense fortune. Au moment de sa mort, certains rapports suggéraient qu'il était l'un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune pouvant atteindre 200 milliards de dollars. Pour donner un point de comparaison, sa richesse aurait pu rivaliser avec celle de milliardaires comme Bill Gates, Warren Buffett et Carlos Slim réunis. Cette fortune colossale a suscité autant de fascination que de controverses, complexifiant encore davantage son héritage. Pourtant, l'impact de Kadhafi ne se limitait pas à sa richesse et à sa politique. Son leadership a introduit des politiques sociales dont de nombreux Libyens se souviennent encore aujourd'hui. Ancrée dans l'indépendance, l'autosuffisance et l'unité arabe, sa vision a été exposée dans le Livre vert, un mélange d'idéologies socialistes et nationalistes. Cet ouvrage visait à fusionner les valeurs traditionnelles avec sa propre vision de la gouvernance directe, forgeant ainsi un système politique unique en Libye. Depuis le changement de leadership en 2011, la Libye traverse une transition politique complexe. Le pays doit naviguer dans un paysage divisé, avec 2 administrations distinctes cherchant à instaurer la stabilité et le progrès. À l'ouest, le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah dirige le gouvernement d'unité nationale depuis Tripoli, la capitale libyenne. Établi en 2021 dans le cadre d'une initiative soutenue par l'ONU, le GUN était conçu comme un gouvernement de transition, avec pour objectif des élections nationales. Cependant, des défis persistants ont retardé le processus, compliquant les efforts visant à unifier les différentes factions libyennes malgré sa reconnaissance internationale. Pendant ce temps, l'aide de la Libye est gouvernée par une administration distincte dirigée par le Premier ministre Osama Hamad et la Chambre des représentants. Ce gouvernement contrôle également une grande partie du sud du pays, région riche en patrimoine culturel et en paysages impressionnants. Par ailleurs, le général Khalifa Haftar demeure une figure clé dans l'Est, exerçant une influence considérable avec le soutien de divers alliés internationaux,
ajoutant ainsi une dimension mondiale aux dynamiques politiques libyennes. L'immensité géographique de la Libye complique davantage sa gouvernance. Environ 90% du pays est recouvert par le désert du Sahara, une étendue infinie de dunes imposantes et de hauts plateaux accidentés. Des sites emblématiques, tels que les hautes terres du Sahara, près de la frontière tchadienne, et le plateau volcanique de l'Al-Harouj al-Aswad, illustrent la diversité naturelle spectaculaire de la Libye, influençant à la fois son territoire et son identité. Malgré les difficultés politiques, les racines historiques profondes de la Libye demeurent une force unificatrice. Tripoli, située sur la côte méditerranéenne, constitue une porte d'entrée pour les passionnés d'histoire, alliant architecture antique et panorama maritime spectaculaire. À seulement 60 km de là, la ville romaine de Sabrata présente des ruines et des mosaïques remarquables, préservant l'héritage du passé libyen. Ces sites historiques sont des symboles de résilience, inspirant un sentiment de fierté culturelle partagée. La monarchie libyenne fut brève et unique, dirigée par un seul roi. Le roi Idriss I régna depuis l'indépendance de la Libye en 1951 jusqu'à sa destitution en 1969, marquant une période de grande importance politique et religieuse, alors que la nation passait de la domination coloniale à l'autonomie. Né au sein de l'influente confrérie Sénoussi, Idriss était un chef spirituel avant d'entrer en politique. Le mouvement Sénoussi, centré sur la réforme et l'unité, joua un rôle essentiel dans la société libyenne durant l'ère coloniale. D'abord émir de Cyrénaïque, il monta sur le trône en 1951, menant la Libye vers son indépendance sous une monarchie constitutionnelle. Malgré cette nouvelle ère, le règne conservateur d'Idriss eut du mal à s'accorder avec une population libyenne en pleine mutation. Sa gouvernance prudente contrastait fortement avec les réformes rapides qui transformaient les nations arabes voisines. À la fin des années 1960, le mécontentement grandit, notamment parmi les jeunes officiers militaires, qui le voyaient comme un souverain déconnecté des aspirations de la Libye. En 1969, alors que le roi Idriss était à l'étranger pour des soins médicaux, un coup d'État dirigé par le colonel Mouammar Kadhafi mit fin à la monarchie. Idriss passa le reste de sa vie en exil, observant de loin la transformation de la Libye. Son héritage demeure significatif, symbolisant à la fois l'indépendance précoce du pays et son paysage politique en perpétuelle évolution. La Libye est largement connue comme un pays majoritairement musulman, mais peu de gens réalisent ces liens historiques profonds avec le christianisme. Deux figures bibliques majeures, Simon de Cyrène et saint Marc, relient la Libye aux premières traditions chrétiennes. Simon de Cyrène, originaire de l'ancienne ville libyenne de Cyrène, fut appelé à porter la croix de Jésus sur le chemin du Golgotha. Bien que brève, sa présence dans la Bible marque un moment puissant, ancrant la Libye dans l'un des événements les plus significatifs du christianisme. Cyrène elle-même fut autrefois un centre culturel et spirituel florissant, reliant l'Afrique du Nord au monde chrétien naissant. Puis, il y a saint Marc, une figure clé dans la diffusion du christianisme. Auteur de l'Évangile selon Marc et fondateur de l'Église d'Alexandrie en 49 après Jésus-Christ, il façonna les traditions chrétiennes orientales, notamment celles des églises coptes et grecques orthodoxes. Ces traditions s'enracinèrent ensuite en Libye, laissant une empreinte chrétienne durable dans une société aujourd'hui largement islamique. Malgré sa vaste richesse pétrolière, la Libye peine à produire suffisamment de nourriture et dépend des importations pour 75 à 80% de sa consommation. Cette dépendance est due à un environnement naturel extrêmement hostile. Située en plein désert du Sahara, la Libye doit faire face à une chaleur accablante, à des précipitations très rares et à des sols pauvres, rendant l'agriculture à grande échelle presque impossible. Avec des ressources limitées pour soutenir l'agriculture locale, le pays doit compter massivement sur les importations alimentaires pour nourrir sa population. Pour relever ce défi, l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi a lancé l'un des projets d'irrigation les plus ambitieux du monde, la Grande Rivière artificielle. Ce gigantesque projet visait à créer un approvisionnement durable en eau dans l'un des endroits les plus arides de la planète.
S'étendant sur près de 1750 milles, ce réseau de canalisations souterraines transporte l'eau des aquifères sahariens anciens vers les zones côtières peuplées et les terres agricoles, transformant ainsi le potentiel agricole de la Libye. Pourtant, la dépendance de la Libye vis-à-vis des importations alimentaires reste élevée. La croissance démographique, l'instabilité économique et les perturbations occasionnelles du système d'irrigation continuent d'affecter la sécurité alimentaire. Bien que la grande rivière artificielle symbolise les efforts de la Libye pour repousser les limites imposées par la nature, le pays demeure tributaire des marchés mondiaux pour satisfaire ses besoins alimentaires. Le paysage culturel de la Libye est une riche mosaïque issue de siècles d'influences diverses et de groupes ethniques variés. Située au carrefour de l'Afrique et du monde arabe, la Libye abrite des communautés autochtones et migrantes qui reflètent son rôle géographique et historique unique. Les Amaziges, ou Berbères, sont les premiers habitants connus de la Libye, avec des traditions profondément enracinées remontant à plusieurs siècles. Les principaux groupes Amaziges, notamment les Louata, Nefusa et Adassa, pratiquent depuis longtemps l'agriculture sédentaire dans les oasis côtières. Bien que de nombreux Berbères se soient assimilés à la société arabe, des communautés situées dans les montagnes du Nefusa, à Ogia, Oun, Sokra et Zoua, continuent de préserver leur identité distincte. Leur langue appartient à la famille afro-asiatique, mais ils ont adopté l'alphabet arabe pour l'écriture. Le tissu social libyen est encore enrichi par les travailleurs migrants, principalement venus d'Afrique subsaharienne, à la recherche d'opportunités dans les secteurs du pétrole et de la construction. Avec ses immenses déserts et ses structures tribales fortes, la population libyenne est répartie sur de vastes régions. Et les réseaux tribaux jouent un rôle essentiel dans l'organisation communautaire et le maintien des traditions. L'hospitalité et la générosité sont des valeurs centrales de la société libyenne. Des enquêtes indiquent que près de 72% des Libyens se disent prêts à aider les autres, même des inconnus. Cet esprit de solidarité se manifeste dans la vie quotidienne, lors des rassemblements sociaux et au travers des traditions populaires qui perdurent à travers le pays. Avec seulement 4 habitants par kilomètre carré, la Libye est l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Seuls quelques pays, notamment le Canada, le Suriname, la Guyana, l'Islande, l'Australie, la Namibie et la Mongolie, présentent une densité de population encore plus faible. Bien qu'étant le 17e plus grand pays en superficie, l'immensité de la Libye reste en grande partie inhabitée, dominée par des déserts sans fin. Cette faible densité de population s'explique par les conditions naturelles extrêmes du pays. Recouverte en grande majorité par le désert du Sahara, la Libye est confrontée à une chaleur accablante, à des précipitations minimales et à des sols arides qui rendent la vie difficile. Ainsi, près de 90% des Libyens vivent à moins de 50 km de la côte méditerranéenne, où le climat est plus doux et les terres plus propices à l'agriculture, à l'habitat et au développement. Même le long du littoral, moins d'1% du territoire total de la Libye est arable. Cette extrême rareté des sols fertiles limite les zones habitables, laissant l'intérieur du pays comme un immense désert inhospitalier où les températures brûlantes et le terrain stérile rendent la survie presque impossible. En Libye, le thé est bien plus qu'une simple boisson. C'est un rituel culturel qui reflète l'amour du pays pour les saveurs audacieuses et les traditions. Généralement préparé par les femmes, le thé libyen est particulièrement épais et sombre, ressemblant à un sirop noir en raison de sa forte concentration en feuilles de thé et en sucre. Cette préparation unique lui confère une saveur intensément riche, différente des thés classiques. Le processus de préparation est minutieux. Des feuilles de thé en vrac et une grande quantité de sucre sont combinées, puis lentement bouillies pendant 20 à 30 minutes. Cette infusion prolongée renforce les arômes et épaissit la consistance, créant ainsi un thé dense et sirupeux. Une fois prêt, il est versé dans de petits verres en pyrex, mettant en valeur sa couleur sombre et son parfum puissant. Le thé libyen est souvent accompagné de spécialités traditionnelles comme le sumac, un assaisonnement acidulé à base de baies séchées, et le kobza, un type de pain libyen. Cette association équilibre la douceur du thé avec des saveurs salées. Bien plus qu'une simple boisson,
Ce rituel du thé incarne l'hospitalité libyenne, symbolisant la chaleur, la communauté et un véritable goût de la vie en Libye. L'histoire humaine de la Libye remonte à des dizaines de milliers d'années, en faisant l'une des régions les plus anciennement habitées d'Afrique du Nord. Les découvertes archéologiques, notamment les sites d'art rupestres classés au patrimoine mondial de l'UNESCO à Tadrart Akakus, attestent d'une présence humaine dès 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ces gravures saisissantes, sculptées dans le grès du désert du sud-ouest libyen, dépeignent un monde radicalement différent du paysage aride actuel. On y voit des animaux sauvages, des figures humaines et des scènes de la vie quotidienne, à une époque où la région était luxuriante et florissante. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, les Amaziges ou Berbères deviennent les principaux habitants de la région. Peuple autochtone de la Libye, ils développent des langues, des coutumes et des structures sociales distinctes qui influencent encore aujourd'hui la culture libyenne. Leur présence précède celle de nombreuses civilisations ultérieures, faisant d'eux un élément fondamental de l'histoire du pays. La situation côtière de la Libye a attiré de puissantes civilisations, chacune y laissant son empreinte. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens fondent des colonies dans l'actuelle Tripolitaine, attirés par le commerce méditerranéen. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, Carthage, une influente colonie phénicienne, prend le contrôle et étend son influence. En 74 avant Jésus-Christ, les Romains arrivent et intègrent la Libye à leur vaste empire. Sous la domination romaine, des villes comme Leptis Magna et Sabrata prospèrent et deviennent d'importants centres de commerce et de culture. Aujourd'hui, ces cités antiques comptent parmi les sites romains les mieux préservés d'Afrique du Nord, mettant en valeur une architecture grandiose, des amphithéâtres et des mosaïques délicatement ouvragées qui offrent un aperçu fascinant d'une époque révolue et splendide. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.